Pour cette première conférence, on a le plaisir d'accueillir une chercheuse qui incarne parfaitement le lien entre les usages des satellites, l'observation des zones côtières et l'implication pour les territoires. Je vous demande d'accueillir Imen Turki. Bonjour Imen, installez-vous, prenez le micro en main. Bonjour, on est ravis de vous accueillir. Donc pour commencer cette série de conférences, vous êtes ingénieur de formation spécialisé en mécanique des fluides et aujourd'hui vous êtes aussi océanographe, maître de conférence et vous travaillez au laboratoire de morphodynamique continentale et côtière au laboratoire du CNRS à Rouen. C'est exact? Université pas de bêtises jusque-là? Université de Rouen, oui. Alors pour résumer, est-ce qu'on peut dire que votre travail consiste à comprendre le fonctionnement et suivre l'évolution de cette zone tampon qui est en fait entre l'océan et puis la Terre? Exactement. C'est exact? Oui. Qu'est-ce qui, au départ, vous a motivé, qui a fait que vous êtes intéressé au littoral? Bonne question, intéressante. Alors, ma relation avec les océans et les côtes a commencé depuis jeune âge par une passion et une forte curiosité personnelle à cet environnement qui est assez inspirant, mais complexe, parce qu'il est en interaction avec plusieurs composantes atmosphériques, morphologiques, humaines aussi, et qui présente un fort enjeu sociétal. Donc, c'est un environnement fascinant d'études auquel je me suis penchée durant mes études à l'université, à l'école d'ingénieur, et là où l'intérêt scientifique a pu rejoindre la passion, pour vraiment relever ce défi de comprendre ces systèmes et de résoudre peut-être cette complexité. Donc c'était ça, et du coup j'ai décidé de faire mes études en Espagne, qui est un pays maritime par excellence, où j'ai fait mon master et ma thèse doctorale. Dans un centre de recherche très connu à l'international, qui est Hydraulic Institute of Cantabria, où j'ai pu vraiment développer des compétences en mécanique de fluide, en océanographie et une bonne expertise en dynamique côtière. Très bien. Alors, on va en discuter aujourd'hui. On va voir un peu aujourd'hui les menaces qui pèsent sur les littoraux. Vous avez préparé une présentation. Je vous laisse peut-être prendre la souris entre les mains. Aujourd'hui, on peut quand même dire qu'il n'y a pas un littoral, mais des littoraux. C'est très varié, c'est très diversifié. Exactement, oui. Alors, déjà, comme il a dit Jean, c'est un littoral, c'est une zone tampon entre la partie continentale et la partie océanique. Elle est assez complexe parce qu'elle reçoit différents types de forçages venant du continent et venant de l'océan. Des forçages, ce que vous dites? Des forçages, des pressions. Des pressions. Des pressions. Des pressions naturelles, mais aussi ça peut être des pressions anthropiques mises en place par l'homme. Est-ce que vous avez quelques exemples concrets à nous donner de pression? De pression, oui, par exemple, une tempête qui arrive de l'océan, voilà. Une activité humaine telle que l'exploitation des sables au niveau des côtes, voilà. C'est un exemple d'activité anthropique, voilà, humaine. Donc, il y a pas mal de pression. Okay. Et donc, là, je montre un petit exemple. Excusez-moi, voilà. Vous voyez là, ce sont des littoraux, 3 types de littoraux vus par Sentinel-2, un satellite. Je prends Nice, je suis à Nice, donc là, c'est le littoral niçois. On voit très bien la plume sédimentaire là, au niveau de la carte. Je prends aussi la dune du Pilat. Les dunes Pilat, voilà, et les belles formes sédimentaires. Et après, on prend la baie d'Arcachon, où on a vraiment les systèmes fluviatiles qui sont assez visibles par satellite. Donc, oui. Ouais, allez-y. J'allais dire que finalement, depuis l'espace, on observe très bien ces forçages dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, on observe très bien cette délinéation de la ligne de côte et on observe aussi l'évolution et la réponse de ce littoral au forçage. Exactement. Effectivement, on a plusieurs types de côtes, voilà, en fonction de la géométrie, en fonction des conditions hydrodynamiques, climatiques, mais aussi en fonction du contenu ou des caractéristiques sédimentaires qui sont dans ce littoral-là. Donc, on trouve des littoraux sableux, c'est-à-dire des littoraux avec un sable bien
des belles plages de sable, on trouve les falaises, on trouve les plages à galets, comme on a à Nice, on a aussi en Normandie, on en parlera après. On trouve les plages ou les côtes végétalisées avec beaucoup de végétation, au niveau des dunes surtout. On a les baies, on a aussi les deltas. Voilà. Donc c'est varié, c'est riche et ça fait des très beaux paysages là qu'on voit. D'où la complexité. D'où la complexité. Voilà. Alors, pour essayer de comprendre pourquoi les littoraux sont en danger, est-ce que vous pouvez nous expliquer les phénomènes qu'on observe et qui peuvent menacer justement ces littoraux? Oui. Alors, je pense que tout le monde sait que nos littoraux sont en danger et ceci viendra d'une simple observation de ce qui se passe dans nos littoraux. Là, on observe que les littoraux sont toujours soumis à des événements extrêmes, des forçages, des pressions. Typiquement, c'est quoi là, ce qu'on voit sur la vidéo? Là, j'ai pris quelques exemples d'animation. Vous voyez ici, donc là, c'est la plage en Normandie. C'est les côtes normandes qui sont inondées. Voilà, la submersion marine suite à des franchissements par des houles. Vous voyez ici le vidéo. Après, j'ai pris Nice. Là, on a la tempête. Ça, c'est pas exactement sur le littoral, mais c'est un petit peu en amont. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est l'Alex, suite à des extrêmes aussi de surcôte marine. Et après, on a aussi des concomitances ou des combinaisons de différents extrêmes, tels que les surcôtes et les houles, tels qu'on voit ici à Étretat. Ah, pardon, excusez-moi. Ici, non, à Étretat, ici. Je ne sais pas si le vidéo commence, c'est super. Bon, donc, et aussi, on peut avoir des effondrements de falaises, comme on peut voir aussi à Étretat, qu'on voyait ici dans l'autre vidéo. On a vraiment fragilisé par les tempêtes. Et on peut voir aussi, quand on monte un peu dans le continent, dans les systèmes estuariens et de baies, on a l'activité du débit qui arrive, qui a un fort débit. Et donc là, on peut avoir des crues fluviatiles qui peuvent arriver au littoral et on a un impact important au niveau du littoral. Voilà ce qu'on observe. Donc, tous ces phénomènes-là sont générés essentiellement par une série de phénomènes extrêmes, comme les extrêmes de température, de pression, les phénomènes cycloniques. Et ces extrêmes, normalement, dans la nature, se produisent en cascade, en concomitance. C'est-à-dire on a plusieurs types d'extrêmes en même temps dans le monde. D'accord. Donc là, il faut regarder à l'échelle du monde ce qui se passe. Voilà. Et donc, quand on observe, je ne sais pas, une tempête à un endroit du globe, ça aura des conséquences ailleurs dans le monde. C'est ça que vous voulez nous dire ? C'est-à-dire que quand on a des extrêmes au niveau de l'Europe, par exemple, des extrêmes de précipitations ou des inondations, en contrepartie, on a dans l'autre partie du globe, on a des fortes chaleurs. Et là, je peux vous rappeler un exemple très bien récent. Il est très bien illustré. C'est-à-dire les événements extrêmes de juillet 2020. Ce qui s'est passé, on avait des inondations extrêmes au niveau du nord de la France, la Belgique, l'Allemagne et le Pays-Bas. C'était dramatique suite à des phénomènes de précipitation et de surcote extrêmes. Et donc, quelques jours avant ce phénomène-là, on avait de fortes chaleurs au niveau du Canada et des États-Unis. Donc, vous voyez, on a de la différence, voilà, du contraste climatique entre les différentes régions du monde. Ok, alors avant de comprendre... Même en France, je peux prendre un exemple très récent. Là, si on prend mars 2025, ce qui s'est passé durant ce mois-là, on a un contraste inhabituel climatique au niveau de la France métropolitaine. Au niveau du Nord, on avait des phases de chaleur importantes. Et en contrepartie, au niveau du Sud, et en particulier Méditerranée, on avait des pluies torrentielles. Donc, vous voyez, ce contraste climatique inhabituel, il est de plus en plus important avec le changement climatique. D'accord, donc là, pour l'instant, ce qui menace vraiment principalement nos côtes, c'est ce changement climatique qui provoque des événements, si je résume, provoque des événements extrêmes, des phénomènes climatiques extrêmes, qui du coup rognent un petit peu, grignotent la côte au fur et à mesure, et donc la font se reculer. C'est ça un peu l'idée ? Oui, les événements extrêmes existent toujours, on a toujours des tempêtes, sauf que ce qui se passe maintenant avec le changement climatique, c'est que la fréquence des tempêtes est la plus importante et l'amplitude, l'intensité est la plus importante. C'est ça ce qui fragilise nos côtes encore. Et alors, à quoi sont dues ces différences
extrêmes d'une zone à l'autre? Oui, donc alors, si on monte un peu à l'échelle globale, de notre échelle locale, le littoral niçois, à l'échelle globale de la planète, on va voir qu'il y a beaucoup de mécanismes climatiques complexes qui se déroulent, qui se passent, qui sont en relation avec la circulation atmosphérique. Et cette circulation atmosphérique, elle est contrôlée essentiellement par un phénomène très important qu'on appelle le Gulf Stream. Oui, alors Gulf Stream, je crois que vous avez une animation pour nous montrer ce qu'est le Gulf Stream, mais c'est quoi? C'est ce fameux célèbre courant océanique. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Bien sûr. Alors, pour être très simple, voilà, le Gulf Stream, c'est un courant océanique au niveau de l'Atlantique qui prend naissance à partir du Golfe du Mexique, partie assez où on a de fortes chaleurs, pour aller vers le nord de l'Europe. Et là, il va rafraîchir toute la partie de l'Europe. Son rôle, c'est la régularisation climatique, mais aussi écosystémique en termes de nutriments. En quelque sorte, c'est le climatiseur de la planète. C'est le moteur du climat de la planète. Et donc, malheureusement, ce qui se passe avec le changement climatique, la stabilité de ce Gulf Stream, elle est de plus en plus réduite, on va dire affectée, dégradée, et le Gulf Stream il devient de plus en plus instable. Et on peut se dire pourquoi. Pourquoi? Donc, il y a plusieurs raisons, mais si je peux le résumer d'une manière assez synthétique et simple, la première, c'est l'augmentation des températures, les températures qui sont emmagasinées au niveau de nos océans. Le CO2, il est emmagasiné au niveau des eaux océaniques. Donc, on a de la dilatation thermique très importante. Ceci va générer une dynamique différentes, modification de la dynamique des eaux. Après, on a la fonte des glaces, la relation entre la fonte des glaces et le Gulf Stream. C'est tout simplement cet apport d'eau douce. Quand on a les glaces qui se fondent, on a un apport d'eau douce important qui va venir et qui va perturber le taux de salinité des eaux de mer. Comme on sait, les eaux de mer sont très salées et ce taux de salinité, il est important pour assurer l'équilibre du mouvement du Gulf Stream. Donc, quand on a de plus en plus de l'apport des eaux douces qui arrivent, on va avoir une perturbation de ce mouvement du Gulf Stream. Après, on a les régimes de vent qui sont de plus en plus différents avec le changement climatique, ce qui va générer un changement important dans les courants océaniques. Et à la fin, ce sont les rétroactions climatiques, surtout l'élévation au niveau de la mer, qui vont aussi affecter cette dynamique de Gulf Stream. Et quand je dis dynamique de Gulf Stream, il y a deux choses importantes. Il y a le ralentissement du courant. Ouais. Ici, il y a un changement. Vous voyez là dans le vidéo, c'était la trajectoire méandrique. Donc, cette trajectoire méandrique oscillatoire va changer. Si vous voyez, la période va changer suite aux différentes raisons que je viens de citer. Donc, en résumé, le Gulf Stream est perturbé et donc ça influence les phénomènes climatiques. Et donc, c'est pour ça qu'on observe des phénomènes climatiques extrêmes. Comment ils vont évoluer à l'avenir? Est-ce qu'on a déjà une petite idée de comment ils vont évoluer? Alors, comment évoluer? C'est une très bonne question. Donc là, vous savez, malheureusement, sont de plus en plus accentués ces phénomènes extrêmes, de plus en plus importantes, d'après tous les rapports du GIEC dernièrement. Et du coup, ce qui se passe, là, je vous montre un petit vidéo ici pour vous montrer comment les extrêmes de température augmentent dans le monde, en fait, d'une année à l'autre. Vous voyez les taches rouges, c'est où vraiment les taches rouges, vous voyez les patrons rouges. Donc ça, c'est une simulation dans le temps, c'est une projection de ce qui va se passer? D'une année à une autre. Là, d'une année à une autre, qu'est-ce qui se passe? Comment on observe déjà ces augmentations de température au niveau des surfaces? Et donc là, on commence en quelle année? Dans les années 90? En 1993. 93? Ouais. Et donc là, au fur et à mesure, les années passent, on voit qu'effectivement, la température globale, c'est l'atmosphère, ça, hein, la température de l'atmosphère. La température au niveau des eaux océaniques, de la surface océanique. Effectivement, que ça se réchauffe considérablement. Exactement. Et donc là, si on prend toutes ces extrêmes de température et on va voir leur distribution entre les périodes qui sont très froides et les périodes qui sont très chaudes, on va avoir
Vous voyez la distribution gaussienne ou la cloche verte. Donc là, on a une belle distribution des phases froides, voilà, jusqu'à les phases chaudes. Et donc cette distribution va se déplacer dans le temps, vous voyez, jusqu'à la cloche violette, suite à ces augmentations de température. Et ça, c'est une répartition sur quoi? Sur une année? C'est la répartition des extrêmes sur une année ou sur plusieurs? Voilà, sur plusieurs années. À très long terme. Donc sur très long terme, on regarde un peu justement où sont les points chauds, où sont les points froids, et ça nous donne cette fameuse courbe en cloche. Exactement, on fait la distribution. Et donc là, on observe quoi? C'est un décalage au fur et à mesure dans le temps donc là, des extrêmes. On va aller vers des périodes plus chaudes, c'est ça? Oui, donc là, si on prend par exemple, on prend la cloche et on fait durant les 20 dernières années, voilà, on va voir la courbe rouge, la courbe verte, pardon. Et après, si on va considérer les années actuelles, là, par exemple, les dernières 10 ans, on va voir que cette distribution va se déplacer pour exacerber les phases qui sont de très haute température. Et alors, quelles vont être les conséquences de l'augmentation de ces températures à l'échelle du globe et sur les océans? Donc voilà, donc les augmentations des fréquences de tempête, la sévérité des tempêtes. Donc à cela aussi, dans le même cadre de ce réchauffement climatique, on a une élévation importante du niveau de la mer. Vous voyez là ce petit vidéo où on voit la mer qui évolue d'une année à autre. C'est ce que vous disiez, c'est du fait du réchauffement. L'océan se dilate, il prend plus d'espace et donc il gonfle. Et donc c'est pour ça que le niveau de la mer augmente. Voilà, on a une augmentation assez importante. Elle est de 3,3, une moyenne dans le monde, 3,3 mm par an. Mais je dis une moyenne. Elle peut être assez importante dans une zone, mais moins importante dans d'autres zones. Et donc, malheureusement, les projections de cette vitesse jusqu'à fin du siècle 2100, ce que le GIEC est en train d'analyser, c'est que cette augmentation va être encore plus importante selon les deux scénarios, comme vous voyez ici en rouge et en bleu. Les scénarios pessimistes, ce qui est en rouge, c'est-à-dire on a beaucoup d'émissions d'effets de serre, et les scénarios d'effets de serre, donc de particules de CO2 par exemple. De CO2, voilà, exactement. Et des scénarios optimistes où l'émission, elle est plus modérée. Elle est maintenue, elle est contenue, elle est maintenue. On va dire. J'espère qu'elle sera maintenue d'ici à 2100. Aussi, voilà. D'être optimiste. Donc voilà, vous voyez, on a une augmentation très importante et ça peut arriver à 2 mètres par an, l'élévation. Dans certaines zones du globe, l'élévation du niveau des océans. Si on va considérer l'évolution pessimiste et si on ne va pas réduire d'une manière drastique nos émissions de CO2. Dans tous les cas, que ce soit le scénario optimiste ou plutôt négatif, on voit qu'on va quand même globalement vers une augmentation du niveau des océans. Et ça, c'est un peu inévitable là, pour l'instant. Exactement. Donc là, par exemple, je prends le cas de Nice. Jusqu'à la fin de ce siècle-là, on va avoir 1 mètre au-dessus du niveau actuel. Ok. Donc la conjugaison finalement des phénomènes climatiques extrêmes et de l'augmentation du niveau de la mer vraiment attaque nos littoraux et les rend vulnérables. Pourtant, ils remplissent tout un tas de fonctions très importantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement quelles sont les différentes fonctions que remplissent les littoraux? Exactement. Juste, je vais ajouter quelque chose avant d'avoir la fonction, que tout ce qui se passe là, il est exacerbé, il est amplifié par l'activité anthropique. C'est-à-dire, nos estimations pourront être amplifiées par 2 ou 3 si l'activité anthropique, si l'activité de l'homme, elle est de plus en plus importante. Oui, c'est ce qu'on disait notamment concernant les émissions de CO2. Si on ne limite pas nos émissions, on risque d'aggraver la situation. Exactement. Donc là, vous dites, Jean, voilà les fonctionnalités. C'est une très bonne question. Donc si on veut protéger nos littoraux, on doit protéger les fonctionnalités de nos littoraux. On est bien d'accord. Il faut comprendre quelles sont les fonctionnalités et quelles sont les solutions qu'on pourra proposer pour protéger ces fonctionnalités. Alors, un littoral est un environnement complexe, comme je vous ai dit, mais c'est un excellent environnement pour le développement de plusieurs types d'activités, de faune, de flore, etc. Donc, il est
soumis à une pression, à différents types de pression, mais il a plusieurs fonctionnalités, ce qu'on doit préserver. La première, c'est la fonction de défense. Donc, le littoral, c'est la zone où on a vraiment des petites profondeurs. Donc, c'est la zone de dissipation d'énergie, l'énergie venant de l'océan. Grâce à ce littoral-là, cette énergie va être dissipée pour ne pas franchir toute la partie continentale. Donc, on a différents types de formes sédimentaires, on va dire, au niveau littoral, soit les dunes, soit les barres sableuses, soit les cordons, soit les mangroves, que sont des écosystèmes côtiers super intéressants, super importants. Les récifs coralliens aussi, on arrivera après. Pour vraiment dissiper cette énergie. Donc là, on dit, heureusement, on a une cote pour dissiper l'énergie venant de l'océan. C'est la première fonctionnalité. La deuxième, merci pour le récif, voilà, c'est exactement ça, c'est un excellent environnement pour la diversité, de la biodiversité, pour la faune et la flore dans le récif corallien. Et le récif corallien est un écosystème côtier très important qui pourra maintenir cette biodiversité côtière importante. On parle des récifs coralliens, on parle des plantes, de certaines plantes, de certains types d'animaux ou d'espèces qui ne peuvent vivre que dans cette zone intertidale où il y a les conditions chimiques, physiques appropriées pour leur développement. Et la troisième, qui est très importante pour nous, bien évidemment, c'est tout ce qui est les activités touristiques, sportives, comme on fait le surf, la baignade, l'utilisation. En fait, c'est vraiment c'est là où on a l'interaction côte-homme. On pourrait ajouter aussi une fonction peut-être économique, puisque du coup, avec les ports, la pêche, etc., oui, c'est aussi très important. Donc si on peut, finalement, on comprend mieux maintenant pourquoi c'est essentiel de protéger ce littoral, mais comment on fait concrètement quelles sont les solutions? Très bonne question, très difficile. Donc, alors, pour protéger notre littoral, il faut protéger les différentes fonctionnalités. Vous pouvez me dire, Jean, alors on va protéger quel type de fonction? La première, la deuxième, la troisième, la troisième. Bah oui, ça c'est l'idéal en fait. Donc là, ça dépend du problème où il est, en fait, de soulever le problème, les problématiques pour pouvoir implémenter la stratégie nécessaire. Donc, on doit préserver nos littoraux et nos littoraux devront être résistants aux différentes forçages, on va dire pression dont on a parlé au début, pour pouvoir maintenir cette fonctionnalité. On parle de résistance d'un littoral, on parle de résilience. Ça veut dire que le littoral va devoir, dans un premier temps, s'adapter lui-même à tous ces changements et trouver un nouvel équilibre pour résister et comment dire, subsister dans l'avenir. Effectivement, voilà. Il y a plusieurs options. Résister, subvenir à l'avenir, c'est ça en fait. On va prendre quelques exemples peut-être pour voir ce que ça veut dire concrètement, la résilience d'un littoral. Exactement, on va prendre un exemple. Ce littoral doit résister, doit s'affronter. Qu'est-ce qu'il va faire exactement? Donc déjà, le mot résilience, peut-être vous avez entendu. C'est vrai que c'est un mot qu'on entend pas mal, mais c'est voilà, exactement. Ça peut apparaître comme un concept philosophique. Mais bon, ce n'est pas de la philosophie, c'est la physique. Voilà. Donc, si on prend un littoral, vous voyez là, ici, le schéma, et ce littoral, il a certaines caractéristiques, des caractéristiques économiques, des caractéristiques sociétales, des caractéristiques touristiques, la restauration, la vie urbaine, donc etc. Ça, c'est les différentes fonctionnalités qu'on a vues. Voilà. Et donc, il est soumis à un certain type de forçage. Donc, si on prend ce littoral et on va voir son évolution suite à une perturbation. Quand je dis perturbation, c'est-à-dire une tempête qui arrive, par exemple. Comment il va se comporter notre système? Vous voyez, c'est ce qu'on va suivre sur le schéma. Exactement. Là, c'est dans le temps, notre système, vous voyez, il est comme ça. Et donc le système, c'est le littoral. Le système, c'est le littoral, exactement. C'est celui-là qui est à gauche. Et donc, du coup, notre perturbation, vous voyez les flèches en rouge. Donc, ce littoral, il va répondre à cette énergie-là. Comment il va répondre? Il a 3 options ou 3 possibilités de répondre. Donc, si on va suivre cette réponse avant la tempête ou la perturbation, durant la perturbation et après la perturbation, on va voir que ce littoral, il pourra résister, c'est-à-dire avec un changement nul. Il ne change pas.
il est tellement résistant qu'il peut s'affranchir à ces perturbations. Okay. Voilà. Donc, dans un premier temps, ça veut dire que ça ne provoque aucune modification pour lui et il continue à... Ce qui est un peu rare, quand même. Oui. Sauf qu'on a une petite tempête. C'est quand même des choses qu'on observe ou On observe, oui, mais c'est un peu rare, surtout maintenant que nos codes sont fragiles. Mais pour certains cas, oui. Dans le cas où on a vraiment une cote protégée, on peut l'observer. Deuxième façon de répondre, que la cote, le changement, il est tellement important que la cote va rentrer en collapse, effondrement. Il va s'effondrer. On va perdre. Donc là, ça veut dire qu'il n'arrive même pas à s'adapter. Et du coup, ça veut dire quoi concrètement? Il va s'effondrer, c'est-à-dire qu'on va avoir des problèmes. Une érosion énorme, par exemple, une disparition de la cote, des problèmes assez profonds de la cote. D'accord? Okay. Il faut agir. Il faut vraiment faire des solutions. Une troisième solution, ou une troisième option, on va dire, c'est que la cote va changer. Vous voyez là, il y a un changement. Vous voyez, il va résilier après un certain temps d'adaptation. C'est-à-dire, il va essayer de se changer, de se s'organiser, adapter pour affronter. Donc ça, c'est une réponse naturelle, on va dire, du littoral. Exactement, une réponse naturelle. Et c'est ça la résilience. La résilience, donc, quand ce système-là, vous voyez le système côtier, il va répondre à des conditions externes, qui est l'énergie, à des conditions externes qui sont lui-même, ses caractéristiques, pour pouvoir affronter cette énergie, pour pouvoir évoluer. C'est-à-dire qu'il part d'une position initiale, il va répondre à une énergie en fonction de ses caractéristiques pour arriver à une fonction future. Et donc cette résilience, on arrive à la suivre dans le temps, on arrive à mesurer ou en tout cas à suivre des paramètres qui nous permettent de voir si le système a été résilient ou pas. Exactement, et grâce aux satellites aussi. Donc là, la résilience, c'est la capacité d'un système à se préparer à se rétablir et à s'adapter pour garder ses fonctionnalités dont on a parlé. Et donc là, comme il a dit Jean, en fait, il faut... La résilience, c'est transdisciplinaire. Pour le rendre opérationnel, il faut mettre en place des indicateurs et suivre ces indicateurs. Les indicateurs peuvent être géomorphologiques, c'est en relation avec la distribution des sédiments au niveau d'une côte. Vous voyez là, c'est un peu la morphologie du littoral. On suit la morphologie. L'érosion. Typiquement, ce qu'on peut suivre depuis l'espace avec des satellites. Bien sûr, voilà. Donc le recul de la ligne de côte, la distribution sédimentaire, la partie de l'érosion, le budget sédimentaire, voilà. Après, il y a des indicateurs écologiques, ce sont les écosystèmes. La présence de biodiversité de telles espèces ou pas, ça va nous renseigner sur l'état de santé du littoral. Voilà. Après, des indicateurs anthropiques, là, c'est-à-dire les types de pollution, les actions humaines qui peuvent se produire au niveau des côtes. Après, des indicateurs physiques, c'est vraiment l'énergie, toute l'énergie qui arrive, et ça, on peut parfaitement le faire. Des mesures. Les mesures, mais aussi par satellite, on peut parfaitement le faire, le suivre. Des indicateurs économiques, tout ce qui est en relation avec l'économie, l'activité portuaire, la restauration, l'utilisation urbaine, ce qu'on va voir après dans des exemples. Et à la fin, sociétaux, c'est vraiment comment la société fréquente un littoral. Donc voilà. Et donc toute cette population qui va mettre encore de la pression sur nos littoraux. Donc, comment on suit ces indicateurs? Exactement. Comment on suit ces indicateurs? Après, Exactement. Donc là, on a différentes manières. La manière qu'on connaît tous, c'est vraiment les mesures, comme vous avez dit, Jean. Donc là, on implémente des instrumentations durant une période et on va suivre l'évolution dans le taux, soit l'évolution de l'énergie, soit l'évolution de la ligne de côte, comment elle va varier, ou de la topographie. Vous êtes amené, vous, à aller sur le terrain, justement, et à réaliser ces mesures? Bien évidemment, on n'a pas le choix, on doit le faire. Donc là, en Normandie... il faut se mouiller, on pourrait dire. Oui, donc ça dépend où. C'est-à-dire, si on est vraiment proche de la côte, c'est juste l'implémentation de certains instruments. Si on est loin de la côte, là, il faut vraiment faire des campagnes par bateau. Et pour aller vraiment, vous savez, mouiller les instruments et faire des mesures. Donc, c'est une tâche très laborieuse, très difficile, ce n'est pas évident, mais... en même temps, là, on est au contact concret de ce qui se passe, et du coup... C'est super, ouais, c'est super. Donc là, le fruit, il est génial, parce que même avec ces mesures-là, on peut valider
nos données satellitaires. Comme vous savez, l'apport satellitaire il est important pour nous donner une base de données efficace et régulière des paramètres physiques. On peut avoir, ça va nous permettre d'avoir un suivi sur toute la planète, donc un suivi plutôt global, alors que les mesures vont être faites instantanées dans une période bien déterminée et locale dans le temps. Vous voyez là, on a différentes échelles. L'échelle locale pour les mesures et l'échelle globale pour les satellites, donc, ce qui est génial. Les deux. Voilà, c'est très complémentaire et on utilise les mesures pour valider les données satellitaires dans une région bien déterminée. Et alors, vous avez une troisième approche méthodologique oui, pour valider tout ça? Exactement. Ce sont les modèles mathématiques qu'on développe. Et en fait, ces modèles-là, bien évidemment, vont être basés sur les deux dernières, c'est-à-dire sur les mesures in situ, sur les satellites. Quand on développe des modèles à partir des équations physiques, ils devront être validés pour s'assurer que notre modèle il est en train de bien faire les choses, devront être validés par les données. Et donc, ces modèles-là, il sert à quoi? Il sert à spécialiser l'information dans la région, mais aussi, ce qui est important pour le GIEC, pour nos prédictions, c'est faire des prédictions à long terme de l'évolution du système dans le temps. Le modèle, c'est une sorte de version numérique de l'océan qu'on a reproduit par des calculs mathématiques, des lois physiques, et du coup, on le fait tourner pour que du coup, il nous permette de faire ces prédictions et d'aller sur des 50, 100 ans plus tard, voir son évolution. Exactement, d'une manière synthétique et simple, on peut dire c'est ça. Et on le nourrit en gros avec les données que vous avez récoltées avant ou alors qui viennent des satellites, c'est un peu ça l'idée. Exactement. Et donc là, dernièrement, ce qu'on montre, que le couplage des différentes approches, il est très important pour améliorer notre compréhension des systèmes littoraux. Comme je vous dis, il y a une complexité assez importante qu'il faut vraiment la résoudre. Et parfois, par une approche d'une manière séparée, c'est pas suffisant. Donc le couplage, il est très important pour pouvoir améliorer nos études sur les systèmes. Alors, on va voir assez rapidement deux exemples pour mettre en application ces approches, pour voir concrètement comment vous faites sur le terrain. Et le premier exemple, ça va nous emmener donc en Normandie, direction Étretat. Peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler. Donc, c'est cette petite ville qui est donc au bord de la Manche. Et alors, c'est sur ce cas-là, sur ce cas précis que vous avez travaillé. Vous pouvez nous raconter justement ce qui s'est passé et comment vous êtes venu à travailler sur cet endroit? Ok. Alors, de l'Espagne, j'étais en France, pour Normandie. Donc là, vous voyez, le contraste climatique, il est très important. Et là, j'ai commencé à travailler sur les plages normandes, pas que Étretat, toutes les plages normandes. Et les plages normandes sont très spécifiques parce qu'on a des systèmes à galets. Donc, parce que l'évolution des systèmes à galets sont très différents. Donc là, je cite... un peu comme à Nice ici, c'est des plages de galets. Voilà, ce sont des plages à galets, exactement. Bon, j'étais habituée avant à des plages sableuses en Espagne, c'est pour ça que je dis, pour moi, c'était différent. Et donc là, il y a une attention particulière aux plages normandes, Étretat et Hauteux-sur-Mer, par les mairies, par les services... de la Seine-Maritime. Ce sont des environnements très touristiques, mais ils sont assez, on va dire, vulnérables. Étretat et Hauteux-sur-Mer sont des plages à galets. On est en train de les suivre depuis longtemps, depuis que j'ai commencé ma fonction à Rouen. Et donc, on a installé des systèmes de caméras vidéo au niveau de la côte pour faire un suivi à très haute résolution, 10 à 20 minutes, de la côte. De l'évolution de la ligne. De l'évolution de la ligne de côte. D'accord. Okay. Donc ça sur une période de temps assez longue. Voilà, donc on a fait ça. En fait, pour Étretat, c'est opéré par le syndicat mixte de la Seine-Maritime, notre prestataire. Pour Hauteux-sur-Mer, c'est opéré par nous et autres laboratoires à Caen, pour vraiment arriver à suivre cette ligne de côte dans le temps. Et alors, on va voir que vous utilisez des systèmes d'intelligence artificielle pour suivre précisément cette ligne de côte. Vous pouvez nous montrer l'image suivante où on va voir justement cette ligne rouge qui évolue. Et donc là, on voit qu'on arrive à suivre très précisément comment ça évolue dans le temps comme ça. Sur quelle période de temps vous avez suivi cette évolution du trait de côte? Alors, c'était installé depuis 2019, donc on fait ça depuis 2019. Mais là, l'exemple que je vous montre là, c'est, puisqu'on parle de tempête, c'est la réponse de la plage d'Étretat à la tempête Chiara, qui est en février 2020. Donc là, c'était une période
juste avant le Covid. Hein. Je me rappelle, j'étais aux États-Unis, donc j'étais juste alertée par mail par les services de mairie et le syndicat. Ah oui, Madame Turki, on n'a plus de galets au niveau d'Etretat. Tous les galets sont partis suite à la tempête Kara. Donc, étant loin, j'ai discuté avec mes collègues. Il y avait un thésard qu'on dirige et on lui a dit, allez, vas-y sur le site pour voir ce qui se passe et peut-être implémenter des survols drones. Donc, il a fait ça. Et juste quand je suis rentrée des États-Unis, on était confinés. Donc, j'ai pas pu aller à Etretat pour voir ce qui s'est passé. Et heureusement, on a ces caméras vidéo qui ont pu suivre la ligne de côte. Et donc là, l'objectif pour vous, c'était vraiment d'apporter des explications sur que s'est-il passé à Etretat au moment de cette tempête, pourquoi les galets ont disparu. Et donc pour ça, vous avez mis en place toute votre approche méthodologique pour justement répondre à ça, et notamment des modèles. Exactement. Donc ça, c'est à l'échelle d'observation, comment la côte a été modifiée. Donc on a voulu savoir comment cette énergie de Chiara, de la tempête, elle est arrivée de l'Atlantique vers la Manche. Donc on a fait des modèles, vous voyez là, les modèles à l'échelle régionale de la Manche. Donc ce qu'on voit en rouge, c'est la puissance... Oui, la puissance de l'énergie qui arrive jusqu'à la côte durant la tempête. Okay. Donc ça, c'était à l'échelle régionale. Et après, à l'échelle locale, on a pris ces deux plages et on a vu comment cette énergie, vous voyez le rouge là, le gradient entre le rouge et le bleu, c'est-à-dire comment l'énergie, elle arrive jusqu'à la côte, comment on a une convergence des lignes énergétiques. Et comment elle repart aussi. Voilà, comment on va avoir, on a la distribution énergétique. Donc, il nous a fallu comprendre ça pour comprendre comment la ligne de côte a pu répondre et a pu être érodée, et comment les galets ont pu être transportés. Voilà. Et donc, avec les modèles, on a couplé les caméras vidéo avec nos modèles numériques, mais aussi avec des images satellitaires de Sentinel-2. Vous voyez là, on a pris toute la topographie, la topobathymétrie au niveau de la côte, avant ce qui est en haut, après la tempête, et on a comparé. Vous voyez, ce qui est en rouge, c'est la variation de volume sédimentaire suite à la tempête. Donc, volume sédimentaire, ça peut être les galets, ça. Hein. Ce qu'on voit sur cette image, finalement, c'est comment s'est déplacé à la fois le sable, parce qu'il y en a un petit peu, et puis les galets à la suite de cette tempête. Oui, la répartition géographique. La perte de sédiments, la perte de topographie exactement. Donc, certainement, l'interprétation, c'est... Et là, sur ces images, donc, ce qu'on montre en haut et en bas pour bien comprendre. Donc là, c'est avant tempête, et ici, c'est après tempête. D'accord. Et donc, ce que montre la zone rouge, c'est qu'on a... Perte de volume. Perte de volume. Perte de volume important. Donc, une perte de volume importante au niveau de... Voilà. Un peu plus loin que le bord de la côte. Le bord de la côte est en bas. Hein. Voilà. C'est juste pour dire que les plages à galets, comme le quai Nice, comme c'était en Normandie, en fait, on a une distribution de galets, ségrégation de galets, du haut de la plage vers le bas de la plage. Donc, toute cette distribution, elle est importante, cruciale pour comprendre comment la pente va varier en fonction de la distribution des galets. Et en fonction de la variation de cette pente, on peut comprendre le recul de la ligne de côte ou le transport sédimentaire de cette ligne de côte. C'est ce qu'on a fait par l'intelligence artificielle, comme vous avez dit. On a pu délimiter les galets, voilà, pour comprendre comment ils sont distribués, comment ils étaient distribués avant la tempête. Puisque après la tempête, il n'y a plus de galets. Donc, on ne peut pas les suivre. Donc, on a fait avant tempête, on a vu, et on a pu corréler ça avec la pente. Et c'est ce qui s'est passé, que quand on est sorti du confinement, c'était au mois de juin, on était directement allé à Etretat pour voir ce qui s'est passé, même à partir des caméras. Donc, les galets ont commencé à revenir. Après 4 mois, commencé à revenir. Donc, la plage a pu récupérer son état d'équilibre et sa résilience, on va dire. Donc, elle a trouvé un autre équilibre. Voilà. Donc, elle ne ressemblait plus vraiment à la plage de départ, la plage initiale. Elle a évolué, finalement. En fait, un citoyen qui va la visiter, il va la trouver normale, c'est la même chose. Mais ce qui s'est passé, c'est vraiment la ségrégation de ces galets-là, ces pentes des galets, qui ont pu s'auto-organiser d'une autre manière pour avoir un autre type de résilience. Mais voilà, donc ça a demandé du temps d'adaptation, comme on a dit dans le schéma avant, pour pouvoir récupérer cet état résilient ou un nouvel état d'équilibre. Et ce qui est intéressant, c'est que vous arrivez donc avec vos outils et avec les données satellitaires, les données que vous récoltez sur le terrain, vous arrivez à suivre cette évolution et à comprendre comment justement le système s'adapte. Alors dans certains cas, les littoraux sont pas résilients. C'est le cas notamment au Sénégal. On ne va pas avoir le temps tellement d'aborder cet exemple-là. Mais dans ces cas-là, il va falloir trouver donc d'autres solutions. Il y en a un certain nombre. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour
protéger le littoral qui ne serait pas résilient? Oui, bon, alors, donc il y a des côtes qui ne peuvent pas être résilients, surtout quand au niveau des côtes, on a une densité de population très importante, une activité humaine très importante, ce qu'on peut avoir par satellite, la cartographie des zones urbaines. Dans ce cas, on a vraiment une vulnérabilité extrême qui va réduire la résilience. Dans ce cas, on doit adopter des nouvelles stratégies pour aider ce système naturel à récupérer son équilibre. Donc, ces solutions-là, ils peuvent être de trois types. Ils peuvent être des solutions grises, c'est-à-dire construction, des structures maritimes pour pouvoir aider le littoral à s'adapter à cette énergie. Ils peuvent être aussi des solutions, ce qu'on appelle des solutions vertes ou des solutions basées sur la nature, c'est-à-dire utiliser la nature elle-même pour protéger la nature. Et la troisième solution, c'est hybride, c'est-à-dire combiner les deux, les constructions des structures maritimes avec les solutions vertes dont on va y arriver après. Et ce type de solutions vertes, même les solutions grises, sont très, très connues maintenant. Ils sont très... En fait, là, à l'échelle mondiale, il y a un fort encouragement pour adopter ces solutions-là. Et donc, finalement, votre travail nous permet justement de savoir quelle est la meilleure solution, puisqu'on comprend mieux comment fonctionne le système et comment il évolue. Juste un petit point très rapide sur les solutions basées sur les solutions vertes, donc basées sur la nature. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets qu'on comprenne ce que ça veut dire, ces solutions basées sur la nature? D'accord. Donc là, par exemple, vous savez, la mise en place des parcs verts, la stabilisation des falaises, des ébroulements de falaises, la mise en place ou la fixation des dunes par de la végétation, la gestion de la circulation hydraulique pour faciliter toutes ces gestions des ressources en eau, la mise en place des mangroves. La sauvegarde des récifs coralliens. Voilà, les récifs coralliens aussi. Toutes ces solutions-là sont vraiment très importantes, considérées comme solutions basées sur la nature. On peut prendre juste ça rapidement. Très rapidement, parce que là, on a déjà dépassé le temps de plus de 10 minutes. D'accord. Donc là, vous voyez, là, on part d'une communauté côtière avec des conditions économiques, physiques et sociétales. Après, suite aux conditions de changement climatique dont on a vu, donc on va avoir de l'inondation, des débordements, donc des constructions qui sont inondées. Et donc, suite à ça, on pourra proposer des solutions comme la mise en place des parcs verts, vous voyez ici, les autres types de solutions comme les implantations des systèmes de végétation pour pouvoir, on va dire, reproduire un nouvel équilibre du système. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un ensemble de solutions et qu'il faut regarder les choses de manière globale et adaptée à chaque type de littoral. C'est un peu ça l'idée. Exactement. Et juste une dernière idée, c'est que là, nous, les constructions qu'on fait au niveau de la mer, c'est très proche de la mer. Normalement, il y a une loi maritime qui dit qu'il ne faut pas construire, il faut vraiment garder 100 à 200 mètres au-delà de la ligne de côte pour pouvoir construire, même 500, ce qui est le cas du Portugal. Et donc là, une des solutions, c'est vraiment de faire reculer des constructions. Des constructions qui sont vraiment à côté de la côte, il faut les faire reculer. C'est une restauration, un autre type de restauration pour pouvoir vraiment adapter nos systèmes. Bon, merci beaucoup, Imen Turki, pour ces explications. On est allé un peu vite sur la fin, mais on aura bien compris que finalement, les systèmes, nos littoraux sont vivants, ils sont fragiles, mais ils peuvent être aussi résilients, et ça, c'est plutôt optimiste. Donc, c'est une bonne chose, et votre travail nous permet de comprendre justement comment on peut les sauvegarder. Donc, merci beaucoup.